Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Alors oui, encore une vidéo à refaire. Oui, je le sais, mais c'est sur un coffret à stipulation que je vais vous dévoiler tout de suite. False Count Anywhere, The Greatest Street Fight and Order of the Control Match. Donc oui, le coffret que je dois refaire. Si vous voyez pas de quoi je parle, eh ben, je vais vous montrer tout de suite. Ce coffret-là. Alors oui, je vais vous dire un truc. Vous en avez marre que je sors les vidéos que j'ai fait et que j'ai sorti, que je dois le refaire. Donc en gros, c'est du recyclage et moi je n'apprécie pas du tout de faire des vidéos recyclées. Parce que même s'il y a un bug d'image, un bug de voix, c'est la caméra de mon téléphone. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je filme avec mon téléphone. Et oui, si vous voyez trembler, c'est que c'est le téléphone que je contrôle dans mes mains. Et que je sais rien faire du tout. Et qu'il faudrait que j'aille aller jusqu'au bout. Parce que je vais vous dire... parce que ça commence un petit peu aussi à me miner de faire tout le temps les mêmes coffrets à refaire. Donc voilà le design du DVD. Et en même temps, je peux vous le dire, c'est loin d'être aussi mon coffret préféré, adoré. En tout cas, c'est loin d'être mon DVD préféré, mais pourtant, je le fais malgré tout. Et là, on voit Cody Rhodes masqué qui piétine Randy Orton. Mais bon, ça, on s'en fiche, vu comment j'avais déjà détaillé dans la vidéo qui a été, on va dire, un petit peu buggée. Et que les vidéos qui sont buggées, vous ne les trouvez plus, ils ont été tous recyclés. Donc celui qui ouvre le programme, ben, c'est Mick Foley, et c'est The Name My Very, et qui balance ben, le tout premier match dans le DVD1, Pat Patterson contre le Sergent Slaughter, au Madison Square Garden le 4 mai 1981. Et ben à la fin, ça s'est soldé par ben, un non-contest, un match nul, alors que le match a été brutal, vraiment brutal. Et que ce match-là, attendez, ce match-là, je lui ai mis combien? Je lui ai mis un 3. Parce qu'il ne m'avait pas non plus énormément plu. Et que le match suivant, c'est opposant Jimmy Valentine et Miss Atlanta Lively. En gros, c'est un mec quand même. Et qu'ils affrontent les Midnight Express. Donc, dans les équipes de Midnight Express, il y avait Bobby Eaton, Dennis Condrey, toujours accompagné par leur manager James C. Cornette, et que sans trop vous faire attendre, vu comment c'est long à expliquer, et des fois ça se bastonne, et que à la fin je n'en peux plus à force de regarder. Sachez que lorsque je fais une vidéo comme ça, ben, je ne regarde pas en fait, vu comment j'ai déjà vu ce coffret, et que si je dois le refaire, à un moment donné je me suis dit, et puis merde, hein, je le mets sur ma chaîne, et si celui qui me dit ça, bien sûr c'est cinéphile, mais s'il me redit ça une nouvelle fois, qui n'est pas content, eh ben, qu'il en soit assis, parce que moi, je n'aime pas recycler. Et pour moi, faire des vidéos que j'ai déjà dit, et que je use ma voix à l'extrémité pour vous dire et raconter, eh ben, à un moment donné, je me dis, et puis merde, j'en peux plus. Hein. J'en peux plus, même si bug, ça reste sur ma chaîne. Un point, c'est tout. Voilà. Ben, c'est, comme j'ai dit, c'est victoire de Jimmy Valentine et Miss Atlanta. On va dire ça comme ça. Même si je ne l'ai pas dit le vainqueur, eh ben, je lui avais mis un 3,20. Ensuite, The Doom. Oui. Ron Simons, Butch Reed contre The Forceman. La moitié des Forceman. Arn Anderson et Barry Windham. Et je vais vous dire directement, parce que exactement ça a été long, et que c'était justement pour les titres par équipe, et que l'autre c'était Atlanta Street Fight, mais bon ça on s'en fiche un petit peu, et bien c'est victoire de Doom, et que je lui avais mis également un 3,20. Ouais. Ensuite, euh, Sting contre Cactus Jack, et j'avais oublié, c'était les événements, tout d'abord ben, le deuxième c'était un Starrcade le 20 novembre 1985, Starrcade le 16 décembre 1990, ou 90 si on peut appeler ça comme ça. Et là, ben, ça, à Beach Blast,
le 20 juin 1992, ou 92 si vous préférez. C'est un Falls Count Anywhere, et évidemment, c'est victoire de Stinger, vu comment il le bat par soumission. Oui, exactement, par soumission. Ce match-là, je l'avais mis à 3,40. Ensuite, un match à WrestleMania 10, oui, là, le 20 mars 1994, ou 94, si vous préférez. Randy Macho Man Savage contre Crush. Et je vais pas tourner autour du pot, c'est victoire de Macho Man, parce que je ne vois pas Macho Man perdre face à Crush, loin de là. Win a Fresh Face, ouais, Fresh Face, Windy City Mayhem. Donc là, Chicago Street Fight à Uncensored, 24 mars 1996, ou 96 si vous préférez ça. Booker T et Sting contre les Road Warriors ou Legend of Doom. Alors, comme je l'avais dit dans une vidéo qui est supprimée directement, eh ben, c'est victoire de Booker T et Sting. Voilà. Et ce match-là, je lui avais mis... Ouais, je l'avais mis à 3,40 aussi. Ouais, je sais. Et entre Macho Man et Crush, c'était 3,20. Et là, ben, encore dans un Chicago Street Fight WrestleMania 13, le 23 mars 1997 ou 97, si vous préférez ça comme ça. Legend of Doom avec Ahmed Johnson contre la moitié de la Nation of Domination. Enfin, la Nation, oui. Contre Farouk, Savio Vega et Crush. Victoire de Legend of Doom et Ahmed Johnson, vu comment je l'ai le Tag classique et que voilà, je connais ici par cœur. 3,20, vu comment j'étais un petit peu blasé par le match là. Et là, oui, Street Fight, tout simplement. Stone Cold Steve Austin contre Bret the Hitman Hart lors d'un épisode de Raw, le 21 avril 1997 ou 97, si vous préférez. Eh ben, ce match, je me rappelle que Stone Cold, on a cru qu'il allait être face à la Hart Foundation, eh ben finalement, non, vu comment il y en a qui arrivent à éjecter la Hart Foundation du match pour que Stone Cold règle ses différends avec Bret Hart. Et du coup, la Hart Family s'occupe, je sais pas si c'était la Nation of Domination ou alors... peu importe. De toute façon, Bret Hart et Stone Cold règlent leurs différends. Je me rappelle que Stone Cold va s'acharner sur la jambe de Bret Hart et même essaie à l'humilier avec son sharpshooter. Donc il humilie Bret Hart en le faisant sa prise de soumission en finish. Et du coup, quand même, ça finit en non contest, quoi. Pas de vainqueur ni de perdant. Le match a été arrêté d'office parce que Bret Hart s'est fait, on va dire, s'est blessé la jambe. On va dire ça comme ça. Et que je me rappelle que même Stone Cold s'est disputé avec Gorilla Monsoon. Et ça va pas l'empêcher de se battre avec Bret Hart dans l'ambulance, en dehors de l'ambulance. Ça se finit en bagarre générale. Et ça se termine là-dessus. Donc 3,40, je sais, ça va pas changer. Et là, DVD 2. Multiplate Personality. Donc les multiples personnalités. Mick Foley raconte. Falls Count Anywhere match. À Raw le 22 septembre 1997 ou 97. Cactus Jack. Oui, contre Hunter Hearst Helmsley, Triple H. Vu comment on sait que Mick Foley a des multiples personnalités et que il est quand même un petit peu imprévisible et que Hunter ne s'attendait pas à voir Cactus Jack, il aurait préféré soit Mankind, soit Dude Love, et pourtant c'est Cactus Jack. Et ce qui va se passer, je me rappelle que c'est Cactus Jack qui bat Triple H en faisant un marteau pilon sur une table pour la victoire, justement. Donc je dis directement c'est victoire de Cactus Jack. Donc ce match-là, je mets 3,50. Et là, oui, lors de Heatwave, lors de la ECW, vu comment on avait cité NWA, WCW, WWF, WWE, et que là maintenant on passe du côté de justement de la ECW, entre Taz et Bam Bam Bigelow. Alors oui, ça a été brutal, même pour la ECW, ça a été brutal.
Et à la fin, ben, c'est Taz qui arrive à calmer Bigelow avec un kata hajime Taz Mission. Et que c'est lui qui remporte le match, donc 3,50. Et là, dans un match hardcore pour le titre, justement, Al Snow contre Hardcore Boboli, ou Hardcore Boboli contre Al Snow, si vous préférez. Eh ben, ça s'est parti dans tous les sens, vu comment, à l'époque, c'était pour le titre Hardcore, qui est le descendant du 24/7, qui n'existe plus, heureusement, parce que, faut dire, ça tournait en rond et c'était un peu ridicule. Ça, on va pas se le cacher. Et que c'est Hardcore Holly qui remporte la ceinture. Oui, si je cite comme ça, c'est pour éviter de perdre moins de temps, car à chaque fois quand je blablate, je perds du temps. Et je vous fais perdre votre temps. Donc c'est un petit peu normal que je cite hyper rapidement, vu comment j'ai la liste de ce que j'ai noté, et c'est normalement légal. Donc ce match-là, 3. Je lui avais mis un 3. Et là, lors de Folly Lodi Strap Match, donc dans un match de ceinture, justement au même show, le même nom, parce que j'ai pas envie de citer une deuxième fois, et que là c'était pour... Attends, Al Snow et Bob Holly, c'était Ignarao Saint-Valentin Days Massacre, donc le jour de la Saint-Valentin, du massacre quoi, le 14 février 1999 ou 99, et là, ben, c'était le 25 juillet, enfin, ouais, juillet 1999, et spoiler, c'est Triple H qui bat The Rock, avec un pedigree grâce à l'intervention de la DX. Vu comment je m'en rappelle des coups de ceinture à répétition sur l'un et sur l'autre, certains penseraient que ce serait victoire de The Rock, mais c'est le contraire, c'est victoire de Triple H. D'office. Et là, je poursuis encore. Ouais, le match de SummerSlam 99, le 22 août justement, auquel j'avais critiqué si jamais Shane McMahon remportait le match, et que, voilà, tu peux pas faire ça avec ta propre sœur. Voilà. J'ai pas envie de répéter 2 ou 3 fois, car après, la vidéo va faire... Oui, ce match-là, il y a... Oui, je fais exprès bloquer, parce qu'après, c'est comme ça comme on l'entend, et que je sais pas faire autrement. Sachez que même des téléphones neufs qu'on filme, il fait même l'effet là. L'effet d'un blocage, soit parce qu'on l'a trop utilisé, ou alors, je sais pas moi, on a tellement utilisé des téléphones que ça parvient même à bloquer ben, nos moyens de faire des vidéos de manière convenable. Et c'est ça ce qui est dommage. Et c'est ça ce que je sais pas faire autrement. Mais là, j'espère pour toi, cinéphile, c'est la dernière fois que tu me proposes ça. Parce qu'après ça, même s'il y a blocage, je te le dis, même si de toute façon c'est un petit peu pourri, je le referai pas. T'as compris? Je le referai pas. C'est mon dernier mot, c'est mon dernier avertissement. Je dis pas ça pour être méchant avec toi, mais au moins il faut que tu comprennes. Donc je vais pas tourner autour du pot entre Test et Shane McMahon. C'est victoire de Test, heureusement pas de Shane McMahon. Et que ce match-là, je lui avais mis 3,5. Oui, je lui avais mis un 3,5. Lors d'un épisode de Raw, et que là c'est Directors on Power Trip, le directeur Power Trip qui est Triple H et Stephanie. À Raw, le 20 décembre 1999, Big Show contre Kane. C'est là où il y aura, on va dire, ben, un décompte extérieur un premier temps. Donc, les deux sont comptés. Et que après ils se font disqualifier. C'est là où ils prennent encore une décision. Je me rappelle la première décision, c'était Triple H qui disent que ce sera un match où il n'y a pas de décompte extérieur. Après, c'est Stephanie McMahon qui dit qu'il n'y aura pas de disqualification, que c'est un street fight, quoi. Ou un Falls Count Anywhere. Et c'est Big Show qui arrive à remporter le match grâce à la petite distraction de la DX qui voulait distraire Kane. Donc c'est victoire de Big Show. Et 3,5 aussi. Ouais, 3,5, je le dis. Et là, oui. Lors d'un épisode de SmackDown en 2000, dans un match hardcore pour le titre justement hardcore, Crash Holly contre les Headbangers, Mosh et Trasher.
Et que c'est là où ils se sont battus même dans un parc, dans un genre de parcours pour enfants. C'est comme un parc, on va dire ça comme ça. Et je me rappelle que Crasholi a fait, on va dire, un genre d'échappatoire en s'échappant par le toboggan, mais quelqu'un des Headbangers l'attendait au tournant. Et que les deux n'arrivaient même pas à se le faire, vu comment Crasholi est un véritable kamikaze. Bon, après s'être occupé des deux Headbangers, Crasholi va s'en charger de se dégager pour éviter de se faire attraper par les Headbangers. Donc ce match-là se termine comme ça, donc pas de vainqueur, sans rien, voilà. Et que ce match-là, 3, je lui avais mis un 3. Voilà. Ça a beau être drôle, mais c'est pas un meilleur match. Même si j'ai mis un 3, quelle est l'importance? Et là, père et fils qui s'affrontent. La revanche de WrestleMania 17. Lors d'un street fight, lors d'un Raw du 29 octobre 2001. Shane McMahon contre Monsieur McMahon. Donc, je me rappelle qui s'affrontent. Il y avait l'Alliance qui avait intervenu, la team WWF également. Et je me rappelle, c'était un carnaval de coups de poing, de coups de pied, de finisher, de retournement de situation sur retournement de situation. Et qu'après, il y a Kurt Angle et Stone Cold qui allument la moitié des WWF, l'équipe de WWF. Et même Monsieur McMahon, et ça permet à Shane de faire le pin sur son père pour la victoire. Et que ce match-là, c'était 3,50, vu comment c'était victoire logique, de Shane McMahon. Et maintenant, on passe au dernier du DVD 2, après on passera au DVD 3, Street Fight, Ric Flair contre Monsieur McMahon, encore une nouvelle fois, au Royal Rumble du 20 janvier 2002. Brutal, également, ça a été brutal, et que je me rappelle que Vince McMahon pavanait énormément beaucoup sur ce match, mais ça n'empêche pas de Ric Flair d'avancer et de donner une correction à son patron. Oui, car il lui fout une sacrée bonne rouste sous les yeux de son ex-femme et de son fils qui était vivant à cette période-là, je crois que c'est lui, Ric Flair, et que ça n'empêche pas, on va dire, Ric Flair de remporter sous les yeux de sa famille avec un figure fort, donc victoire logique de Ric Flair, et je lui avais mis un 3,60 parce que c'était victoire de ce dernier. Bref, on me dira, c'est pas excellent, mais je l'ai mis ça parce que je m'y attendais. Ou alors, j'étais un petit peu surpris dans les moments donnés. Je vais pas vous le mentir. Mais bon, passons au DVD 3. Ici. Donc, Greatest Comeback Story. Le plus grand retour de l'histoire de Shawn Michaels. Dans un match, aucune sanction Street Fight, bien sûr. Au SummerSlam 25 août 2002. Et qu'il affronte Triple H. C'était énormément brutal. Les deux ont pissé le sang. C'était une véritable bagarre sans merci. Et à la fin, si je me rappelle bien, Triple H voulait faire son pedigree, mais il se fait surprendre par Shawn Michaels qui fait un petit paquet. Et à la fin, comme un traître, Triple H va chercher son sledgehammer pour lui donner un coup dans le dos et le coup fatal au niveau des épaules. Et ça met, on va dire, Shawn Michaels dans une civière. Mais trop tard, le mal est fait, Shawn Michaels a remporté le match. Et que ce match-là, je lui avais mis un 4,50. Logique. Encore un street fight, mais pour le titre du monde poids lourd, cette fois-ci, à Insurrection le 7 juin 2003, que j'ai déjà fait une review sur ce show, et que vous deviez normalement savoir, mais au moins je vous dis la petite info. Oui, mesdames et messieurs. Et que je me rappelle qu'il y avait du côté Shawn Michaels du côté de Kevin Nash, Ric Flair du côté de Triple H. Bref, on sait déjà d'avance. Et après avoir une grosse bagarre générale, un gros bordel sans nom, je me rappelle que Ric Flair a énormément saigné, comme à chaque match où il combat, et bien il saigne du front. Faut dire, pour ajouter de l'intensité, il suffit qu'il saigne pour qu'on voit la violence arriver. Donc Kevin Nash, il voulait faire son jackknife powerbomb sur Ric Flair, mais sauf qu'il se fait accueillir par un sledgehammer. Et ça permet à Triple H de remporter la victoire.
et je lui avais mis un 3,60. Voilà. Inside the Divas Locker Room. Donc maintenant ça parle de Diva, donc pour une fois qu'on met un match de Diva pour le coffret des Force Count Anywhere, entre Melina et Mickie James, je me rappelle, oui, je me rappelle qu'ils sont battus dans les vestiaires et qu'il y avait les filles voilà, qui se changeaient ou alors qui s'habillaient. Il y avait même aussi Victoria et Tori Wilson, je crois, qui étaient partis de l'un ou de l'autre. Et il y avait même aussi Candice Michelle qui était en petite serviette. Et au moment où je crois c'était Mickie James ou Melina qui arrache la serviette de Candice Michelle, eh ben, heureusement que le réalisateur a censuré les seins de Candice Michelle. Et heureusement. Mais sinon, vive le fan service! Comme j'avais dit dans mon autre vidéo. Et après, un peu plus tard, ça va sous le ring. Et c'est là où ça va se terminer. Avec Melina qui fait sa prise finish pour la victoire en battant Mickie James. Voilà, à ce match-là, je vais mis un 3,5. Attendez, je vais vite venir. Voilà, attendez. Donc voilà, je repoursuis. J'ai même un peu eu le temps de m'hydrater. Donc ça tombe bien. Donc cette fois-ci, maintenant, c'est le match à Cyber Sunday le 28 octobre 2007. Triple H contre Umaga. Qui s'est déroulé exactement partout. Vraiment, ils se sont battus partout. Et que certains voulaient voir peut-être Umaga être le nouveau main eventer. Ça, c'est peut-être l'avis de la WWE. Mais sinon, ça n'arrivera pas à cause de ces problèmes d'addiction que je ne peux pas non plus trop en dire. Vu comment on sait qu'il a des addictions voilà, aux substances illicites. Et que vous deviez comprendre. Et que j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez. À moins que si vous êtes intelligent ou alors si vous êtes attardé et que vous comprenez rien, vous êtes mal sorti de l'auberge. Mais bon, après un long bataille, je me rappelle des coups de chaise et je pense un sledgehammer. Et ça permet à Triple H de faire un pedigree et qu'il remporte le match sur le ring, si je crois bien. Mais c'est victoire de Triple H, hein, en tout cas. 3,40 ce match-là. Et là, maintenant, du côté de Raw, le 16 juin 2008, John Cena contre Umaga lui-même, qu'on a vu tout à l'heure. Et que l'issue de ce match, pour moi, elle est fort simple. Ils se bagarrent, parce que oui, ça rime avec de la bagarre, mesdames et messieurs. Peut-être que Umaga aurait préféré battre, au moins pour une fois dans sa carrière, John Cena. Mais dommage, vu comment c'est John Cena qui le bat, et qu'après, si je crois bien, il fait un FU et pour terminer, un STF. C'est ça, ou alors un FU peut-être. Peu importe. De toute façon, 3,50, vu comment c'est victoire de Cena. Breaking Point, le 13 septembre 2009, un match de soumission Count Anywhere, donc là où toutes les soumissions peuvent se faire n'importe où. C'est la première fois qu'on entendait parler de cette stipulation, vu comment on ne s'y attendait vraiment pas à entendre ce genre de stipulation, et que ça a vraiment eu lieu, et que même moi je m'en suis pas forcément rendu compte, et maintenant je me rends compte. Je ne vais pas faire de dessin sur ce match. Vous saviez que voilà, la Legacy s'occupe de Triple H, vu comment c'est sûrement l'élément fort du match où il peut, on va dire, mettre à mal les jeunes. Mettre à mal. Hein. Quand je veux dire ça, c'est pas que je m'y trompe dans mes propos. Eh ben, c'est là où Cody et Ted s'occupent bien sûr de Shawn Michaels, qui veulent l'affaiblir encore et encore. Ils sont même battus en public, jusqu'à arriver au ring. Et après, si je crois bien, il faut une soumission au niveau du poteau sur Shawn Michaels, et que Shawn Michaels n'a pas le choix d'abandonner. Donc, victoire de la Legacy, ce match-là, 3,60, vu comment je l'avais mis. Et là, maintenant, lors d'un épisode de SmackDown, un Street Fight, bien sûr, le 11 décembre 2009. Batista contre Rey Mysterio, voilà. Vu comment Rey Mysterio s'est senti trahi par son ex-meilleur ami, ça, il faut pas l'oublier, vu comment ils s'étaient amis à un premier temps.
et que Batista n'a qu'une seule envie, c'est d'arracher la tête de Rey Mysterio, tandis que Rey Mysterio, ben, lui, veut combattre le mal par le mal. Et à chaque match qu'ils font, Rey et Batista, et ben, souvent ça partait soit une victoire de Rey Mysterio ou possible victoire de Batista. Là, ça va être le cas de Batista de remporter le match. Vu comment, je me rappelle, il aura dominé tout le match. Même au moment où il faisait son second souffle en préparation de son finish, le Batista Bomb, eh ben, il change la situation. Il donne un violent coup de chaise sur la tête de Rey Mysterio pour la victoire. Donc, c'est Batista qui remporte le match. 3,40. Et je vais conclure le DVD avec le Street Fight encore de SmackDown le 4 novembre 2011. Et après The Little Tidying Up. Oui, entre Cody Rhodes et Randy Orton, masqué bien sûr de Cody Rhodes. Donc il est masqué Cody Rhodes et pas Randy Orton. Vu comment je me rappelle que Cody Rhodes avait enlevé son masque. Vu comment il utilise son masque aussi comme une arme. Ça permet aussi à Randy Orton d'essayer d'arracher le masque et de lui frapper aussi avec le masque. Vu comment il l'utilise comme arme. Tout est légal dans les genres de stipulations comme ça. Mais l'issue, on la connaît, c'est victoire de Randy Orton. Avec un simple RKO. Et à la fin, il lui met un sac sur la tête. Et ça se conclut là-dessus. Ce match-là, 3,40. Je vais mettre fin à cette review de ça. Et en fait, on va pas non plus s'arrêter ici, vu comment je vais vous présenter un autre DVD qui va être très court. Même s'il ne sera pas le nom du titre de la vidéo, mais je tenais à le dire et le faire. Donc je vais vous montrer ça. Director's Cut Forever Hardcore Documentary. Donc le DVD va être très court, et car c'est un documentaire, il n'y a pas de match. Donc c'est là où les légendes du catch hardcore, on va dire ça comme ça, vu comment on dirait que c'est 100% catch CW, et catcheurs de CW qui se sont fait connaître, qu'ils en parlent. Vu comment on sait que le hardcore a été créé, enfin je ne sais pas quand, mais on sait qu'elle a été créée ben, comme ça par quelqu'un qui a eu l'idée d'avoir créé. Peut-être qu'il faut se renseigner pour voir qui l'a entièrement créé, mais ça je peux pas non plus vous le dire. Après, voilà, on me dira, ouais, tu connais rien, tu sais pas grand chose sur Focus. Tu sais pas grand chose sur le côté hardcore, même pas sur le côté technique et logique. Bref, t'es nul, tu sers à rien. Il y en a qui me diront ça, mais comprenez-moi, je ne suis pas non plus un immense historien sur le hardcore et dans la plupart des fédérations, même si l'histoire m'intéresse forcément. Donc je me rappelle, il parle aussi des débuts de la ECW, même de Polyman et les stars de la ECW. C'est un peu comme dans le Rise and Fall of ECW, c'est un peu comme ce genre de documentaire reportage. Et qu'ils en parlent, comment ça a été créé, comment les fans étaient à fond sur le produit ECW. Et il y avait aussi des polémiques, ils en parlent aussi des polémiques, notamment quand Raven crucifie le Sandman alors que Kurt Angle était présent dans le show. Ou encore le Mass Transit incident, donc l'accident du Mass Transit, comme quoi le jeune homme avait menti sur son âge, et qu'il avait menti comme s'il avait été entraîné par l'entraîneur de Triple H qui s'appelait Killer Kowalski, qui était un temps catcheur, et qu'il a de l'expérience alors qu'en vérité c'est faux, et qui s'est fait mal vu par les catcheurs, et qui s'est fait, on va dire, agresser par les gangstas. Et voilà, on la connaît l'histoire, et que la ECW était vraiment en gouffre financier à ce moment-là, qui a été acheté par la WWF en même temps que la WCW. Même si les fans n'ont pas oublié la magie de la ECW, c'est pour ça qu'on entend toujours les EC Dub, voilà, à savoir. Et qu'ils se propagent un peu partout dans les fédérations qui traversent les catcheurs de la ECW, comme la TNA, la Ring of Honor, même un petit peu la AEW. Du côté de la CCW, ça se ressent. Même la CZW avait un étrange ressemblant à la ECW. Même pour la IWA Mid-South.
Bref, citez-moi n'importe quelle fédération, il y en a un paquet. Et qu'on se rappelle aussi que Polyman s'était inspiré de la FMW pour être la plus grande fédération aux États-Unis. Donc, un FMW version américain. Tandis que la FMW était connue sur le côté hardcore. Et que maintenant, bah, la FMW n'existe plus. Maintenant, c'est la Freedoms ou la Big Japan Pro Wrestling. Et que j'en ai trop dit. Donc, ça parle sur les histoires du hardcore. Et que j'ai déjà trop attardé. Mais sinon, il n'y a pas des matchs. Désolé, il n'y a pas des matchs. Donc, pour conclure tout ça, voilà, pour conclure tout ça, je le fais de manière différente, bien sûr. Les matchs, enfin le documentaire pour Forever Hardcore, documentary. Le documentaire, les matchs, l'ensemble, 3,70 ou 3,70 si vous préférez. Et que ça s'arrête ici. Donc, je mets fin à cette review. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu pour cette fois-ci. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des prochaines reviews et de notifications et de vidéos surtout. Parce que oui, car les DVD indépendants vont pas tarder à sortir si jamais je le fais pour de vrai. Mais voilà, vous connaissez la chanson. Donc moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye tout le monde.